Donc, le titre a été nommé Consommation, adolescents en difficulté, réduction des méfaits. Même si c'est une journée LSJPA, je ne serai pas spécifique aux jeunes qui commettent des délits ou qui sont sous la LSJPA, mais je vais parler des jeunes en difficulté en général, puis en situation d'hébergement en particulier. Je suis certain que j'apprends pas ça à personne ici, mais quelques informations là, sur la consommation des jeunes en difficulté qui est nettement plus fréquente que chez les jeunes du même âge dans la population générale. C'est des différences très significatives, pas juste statistiquement, mais cliniquement. Par exemple, au Québec, les, euh, les travaux ont montré là, une consommation de cannabis qui dépasse les 2 tiers de ces jeunes-là, alors que c'est moins de 10% dans la population générale, pardon. Pour l'alcool, c'est plus de 50% environ, là, alors que dans la population, c'est moins de 20. Puis pour le MDMA puis les amphétamines, on est autour de 30% qui en consomment, alors que dans la population générale, c'est moins de 1%. Donc, quand même une grosse différence en termes de prévalence d'usage. Puis en termes de consommation dite problématique, là, ben, en fait, feu jaune, feu rouge, ben, c'est environ 15% de jaune, 60% de rouge. Donc, c'est vraiment très, très différent aussi par rapport à ce qu'on observe dans la population générale. Et bien, évidemment, ces jeunes-là représentent une cible prioritaire d'intervention en général, mais en dépendance en particulier. Donc, pendant la présentation, je vais surtout vous parler des travaux qu'on a menés pour recenser les pratiques d'intervention en hébergement et les enjeux associés à tout ça, particulièrement les enjeux liés à l'adoption puis à l'application d'une approche de réduction des méfaits dans un contexte d'hébergement pour jeunes en difficulté, même si ça s'applique aussi en dehors de l'hébergement, mais il y a des enjeux spécifiques en contexte d'hébergement. Puis l'approche de réduction des méfaits dont on entend beaucoup parler demeure quand même, je vais y revenir plus tard là, dans la présentation, demeure quand même controversée, surtout quand on parle de mineurs, de jeunes en difficulté. C'est moins le cas chez les adultes, chez les personnes en situation de désaffiliation sociale importante. Et il y a beaucoup de contradictions qui entrent face à face avec la réduction des méfaits au niveau parfois politique, déontologique, les valeurs sociales, individuelles et collectives. Donc, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc, les travaux desquels je vais parler plus spécifiquement qu'on a menés, notamment mon collègue Feu Frédéric Brière avec Laurence Darcy à l'IUD et plusieurs autres professionnels de recherche qui ont été impliqués. Là, je les ai pas tous listés. Je pourrais y revenir si vous le voulez. On a, surtout dans le cadre de ce qu'on appelle les PODS, donc un programme financé par Santé Canada et le ministère de la Santé et des Services sociaux, un programme sur l'utilisation et la dépendance aux substances, c'est comme ça qu'on appelle ça. On a mené un projet intitulé Prévention ciblée de la consommation problématique auprès des jeunes hébergés dans les unités de réadaptation. Puis ce projet-là se déclinait dans le fond en deux grands chantiers. Un qui était une recension de la littérature scientifique au niveau des pratiques, donc vraiment visant à identifier les pratiques de prévention destinées aux jeunes à risque, de développer une consommation problématique et qui sont hébergés en ressources d'hébergement de type institutionnel. Le projet regardait au Québec et ailleurs dans le monde, mais je vais surtout limiter aujourd'hui au Québec. De toute façon, à ce niveau-là, le Québec est un pionnier. Là. Il n'y a pas énormément j'y reviendrai aussi, là, de pratiques de prévention ciblées auprès des jeunes en institution.
L'autre volet ou l'autre chantier de ce projet-là, c'était d'identifier par le biais d'un bref questionnaire, mais surtout par des entrevues auprès d'intervenants et de gestionnaires qui œuvrent dans les institutions d'hébergement au Québec auprès des jeunes en difficulté, sur spécifiquement les pratiques en dépendance au sein de ces institutions, pour dresser un portrait de ce qui se fait là, au Québec auprès de cette clientèle-là. Donc, je vais d'abord parler de la recension, puis ensuite, je reviendrai sur les entrevues. Donc, la recension, je l'ai dit, mais je le répète, c'était vraiment un examen des écrits scientifiques. Donc, ça ne couvre pas tout ce qui se fait nécessairement. On a quand même sondé ça plus tard, là. La population, je l'ai dit, c'est au Québec, les jeunes en difficulté. Puis, déjà, on a remarqué rapidement une distinction entre le Québec et le reste du monde, où le Québec a vraiment quand même intégré des principes de réduction des méfaits dans une certaine mesure et consommation n'est pas égale à un problème automatiquement, alors que dans plusieurs juridictions à travers le monde, souvent, très souvent, dès qu'il y a une consommation, même sporadique, même expérimentale, occasionnelle, ben, ça va être considéré comme un problème et souvent, ça va donc être automatiquement le traitement qui va prendre la place et il y a peu de prévention qui se fait comme ça, donc à l'extérieur du Québec dans ce contexte-là. Ce qui ressort aussi de la recension, c'est qu'évidemment, il y a différentes approches, les approches classiques de réduction de l'usage ou de l'abstinence, qui visent soit à cesser l'usage ou à tout le moins à en réduire la fréquence, la quantité, le volume, la variété, etc. Mais il y a aussi des interventions qui visent vraiment des objectifs de réduction des méfaits qui ne passent pas nécessairement par la réduction de l'usage, comme viser à des substances moins nocives, des contextes plus risqués de consommation, des modes de consommation plus ou moins risqués, les mélanges, etc. Donc, il y a déjà ces approches-là qui ressortent. Quand je disais qu'on avait recensé les pratiques, je n'ai pas spécifié que dans pratique, on a aussi inclus les pratiques d'évaluation. Donc, je ne ferai pas trop de présentation là-dessus, mais évidemment, on a recensé l'ensemble des outils de repérage, de détection, puis d'évaluation plus spécialisés en dépendance là, qui sont utilisés. Dans la littérature, mais aussi là, dans l'autre volet de la recherche, dans les entrevues. Au niveau de la recension des interventions dites individuelles, on a remarqué d'abord qu'il y a peu d'écrits scientifiques sur les interventions individuelles mises en place auprès de cette population-là. Que, bon, évidemment, ça ne surprendra personne, c'est surtout des approches motivationnelles et cognitives comportementales. On avait quand même, là, bon, ça s'est fait il y a 4 ans, on avait quand même recensé au Québec 2 guides d'intervention individuelle auprès des jeunes en difficulté en centre de réadaptation, en situation d'hébergement. D'abord, le guide d'usage et abus de drogue du Centre jeunesse de Montréal et aussi le guide d'activité psychosociale de Gaspésie et îles de la Madeleine. Évidemment, il y en a d'autres, mais pas dans la littérature. Au niveau des interventions de groupe, on a recensé le groupe de réflexion sur les drogues, le programme Adrénaline, PIF jaune et le groupe d'intervention pour troubles concomitants, santé mentale et toxicomanie. Il y a évidemment d'autres initiatives, là, mais qui n'étaient pas dans la littérature scientifique à ce moment-là. Comme des midis toxicaux qui se font évidemment en groupe et d'autres interventions.
Puis au niveau d'autres pratiques, on a recensé quand même ce qu'on appelle la stratégie Action Jeunesse au Bas-Saint-Laurent, qui est une offre de services davantage intégrée où il y a un intervenant spécialisé en dépendance qui est présent dans les unités. Puis l'évaluation a été faite au niveau de l'implantation surtout, qui montre une meilleure intégration des services. La recension a aussi caractérisé ce qui ressortait de l'ensemble des interventions comme des pratiques ou des caractéristiques des interventions qui sont à éviter ou à favoriser. Ce qui ressort comme à éviter, il y a beaucoup d'éléments, mais évidemment, parler de risques à très long terme, être dans une attitude jugeante et non tolérante, utiliser la peur, l'anxiété, l'exagération, basé sur la morale, sont des caractéristiques à éviter. Puis favoriser, c'est très général, mais des interventions planifiées, globales, concertées, intensives, continues, avec un contenu approprié et adapté, qui favorise l'engagement actif, qui permet de développer les compétences personnelles et sociales, puis qui a des objectifs réalistes, entre autres. En terminant par rapport à la recension, évidemment, là, ce qui est ressorti, c'est qu'il y a peu d'évaluations scientifiques, beaucoup d'évaluations de satisfaction, pas de groupe contrôle. Donc, en termes d'efficacité, ce n'est pas toujours évident de savoir ce qu'il y en est. Il y en a quand même plus récemment qui sont apparus, mais c'est quand même relativement peu évalué, pardon. Au niveau maintenant des entrevues qu'on a menées pour aller un peu plus en profondeur sur ce qui se fait au Québec, ça a été fait de septembre 2018 jusqu'au premier mois de la pandémie, en fait. On avait, comme je l'ai dit rapidement tantôt, un petit questionnaire en ligne, mais c'est surtout des entrevues semi-dirigées par région administrative là, qui ont été le cœur de ce projet-là. On a fait des entrevues auprès en fait, 2 entrevues par région administrative, une auprès d'un ou une gestionnaire et l'autre auprès d'un ou une éducateur-éducatrice. On a fait ça dans 18 régions administratives du Québec. Et on a procédé au niveau des analyses à une analyse thématique des entrevues. On a analysé près de 2000 pages de verbatim. Il est ressorti de ces entrevues-là 7 grandes thématiques. D'abord, des thèmes là, sur les profils des jeunes puis la consommation des jeunes. Ensuite, sur le contexte organisationnel. 3e thématique, les pratiques d'évaluation de la consommation, là aussi. 4e, les philosophies d'intervention. 5e, les pratiques d'intervention individuelle. 6e, intervention de groupe. Et 7e thématique, les difficultés, facilitateurs et besoins là, à la mise en place des interventions. Évidemment, comme dans toute recherche, il y a des limites. Ces résultats-là s'appuient sur des perceptions et des connaissances des personnes rencontrées. Donc, c'est quand même une collecte relativement partielle, seulement plus ou moins 2 entrevues par région. Là, il y a eu quelques exceptions, des fois on en a eu 3. Et les résultats sont évidemment circonscrits dans un temps précis, là, comme je disais tantôt, 2017-20. Au moment où l'entrevue a été menée aussi, parce que ça a été, évidemment, dans des régions, c'était dans une année, puis dans d'autres, c'était une autre année. De ça est ressorti quand même plusieurs faits saillants là, que je vais essayer de vous communiquer. D'abord, au niveau des profils des jeunes et de la consommation, ce qui ressortait, c'est une évolution de la clientèle qu'on nommait dans les unités avec particulièrement une perception qu'il y a plus de troubles et de problèmes de santé mentale.
Autre élément aussi, au niveau de la consommation intra versus extramurale, on remarquait au niveau intramural plus de trafic de médicaments psychiatriques et plus de consommation de comprimés, ou en fait une prépondérance de la consommation de comprimés. En dehors des murs, surtout du cannabis, mais aussi beaucoup de binge drinking, de beuverie, d'épisodes d'excès. Donc voilà pour cette thématique-là. Au niveau des outils de repérage et de détection, évidemment, la DEPADO est l'outil le plus utilisé, souvent, la plupart du temps, de manière non systématique. Ça va être fait surtout quand la consommation semble devenir problématique au fil du temps ou quand elle apparaît comme problématique à l'entrée du jeune ou de la jeune. Il est ressorti aussi dans les entretiens l'importance d'établir un lien de confiance avant de passer, d'administrer la DEPADO. Plusieurs centres jeunesse nous ont rapporté attendre jusqu'à 2 semaines pour qu'il y ait un lien de confiance qui soit établi avant de l'administrer. Au niveau du contexte organisationnel, on a bien documenté que tous les centres jeunesse n'ont pas la même structure d'hébergement spécialisé au niveau des services en toxicomanie. Il y a 3 centres qui ont des unités spécialisées au moment de l'enquête. Puis, particulièrement, tous les centres jeunesse ou les centres de réadaptation pour jeunes en difficulté n'ont pas les mêmes liens de collaboration avec les centres de réadaptation en dépendance. Parfois, il y a des intervenants du centre de réadaptation en dépendance qui sont dans les murs physiques du centre jeunesse. Parfois, sont là à temps partiel. Parfois, c'est quelqu'un à l'externe. Puis parfois, il n'y a pas ou peu de collaboration avec le centre de réadaptation. Il y a seulement des références. Tous les centres jeunesse n'ont pas non plus la même, au niveau de la structure de soutien en toxicomanie. Il y en a qui ont des employés formés en toxicomanie avec un certificat, par exemple. Parfois, il y a des spécialistes d'activités cliniques qui sont dédiés au dossier. Parfois, il y a des éducateurs, éducatrices nommés pour porter les dossiers. Puis, dans d'autres cas, c'est des infirmiers, infirmières qui assument un rôle en toxicomanie, notamment pour évaluer les symptômes de sevrage. Au niveau du partage des rôles et responsabilités entre les centres jeunesse et les services spécialisés, il y a au niveau des feux rouges, il y a une prise en charge importante par les services de réadaptation en dépendance ou les ressources d'hébergement en dépendance. Mais je suis certain que plusieurs d'entre vous le savez, il semble y avoir une absence de service pour les feux rouges, les personnes feux rouges dites non motivées. Pour les feux jaunes, c'est souvent des groupes co-animés avec l'intervenant en CRD. Mais il y a certains centres qui n'ont peu ou pas de service à ce niveau-là. Puis pour les feux verts, c'est parfois tout simplement intégré au groupe pour feux jaunes. Au niveau des philosophies d'intervention, là aussi, il y a une évolution et un continuum des philosophies avec une tendance générale d'une transition de philosophie de l'abstinence vers la réduction de l'usage et la réduction des méfaits. Mais ce n'est pas tous les centres qui sont rendus au même stade à ce niveau-là. Et on note aussi particulièrement des tensions dans les perceptions des gestionnaires intervenants entre le mandat de protection et la philosophie de réduction des méfaits, comme je disais au tout début, avec des difficultés et des variabilités d'application de la réduction des méfaits, notamment aussi avec des populations plus vulnérables comme les adolescentes enceintes, les jeunes en encadrement intensif, les personnes qui ont peut-être des troubles de santé mentale plus graves, des problèmes de comportement, d'agressivité, ou de consommation excessive ou encore des ordonnances de non-consommation, etc. Donc, ça pose des défis à ce niveau-là.
Au niveau des interventions individuelles, c'est beaucoup dans le cadre des rencontres tutorales que ça se fait. C'est souvent suite au non-respect du code de vie et il y a quelques interventions informelles dans des discussions de corridor pendant des activités sportives, par exemple. Il y a une grande variabilité dans les interventions selon les intervenants et on note qu'il y a peu de documents en soutien à l'intervention individuelle. Puis les visées thérapeutiques de cette intervention individuelle-là sont variables. Parfois, c'est de monitorer la consommation. C'est parfois des retours de sortie avec intoxication, sevrage qui vont mener à des interventions individuelles. Parfois, on vise la conscientisation, la réflexion. D'autres fois, à augmenter la motivation à consulter un service spécialisé. Pour les interventions de groupe, c'est plus structuré et plus formel. Il y a plusieurs programmes qui sont utilisés. C'est surtout le groupe de réflexion sur les drogues qui est utilisé, mais il y a d'autres programmes, adrénaline, méditoxico, psychotoxico, adaptation aussi du programme Viro vert, porte en soi, volet jaune et Bush Program aussi. Je pense que je suis plus certain si c'était Abacha ou au niveau des personnes autochtones et inuits, et des activités aussi de sensibilisation de prévention en toxicomanie. Puis, il y a aussi là, des espèces de recueils d'activités qui ne sont pas nécessairement des programmes manualisés, mais toutes sortes d'activités à faire en groupe. Et il y a quand même des enjeux cliniques qui sont ressortis dans les discussions, dans les entrevues, avec notamment la question de l'hétérogénéité des profils de consommation des jeunes qui participent au groupe, des risques de contamination intra-groupe entre des jeunes qui consomment beaucoup, d'autres peu ou pas, en fait très peu, et qui sont peu à risque. Des enjeux aussi de confidentialité qui ont été nommés avec les partenaires, par exemple. Donc, et aussi l'enjeu le risque de susciter des cravings chez les personnes qui consomment quand on parle de drogue dans un lieu où on n'a pas la possibilité de consommer, ça peut déclencher des envies de consommer. Et enfin, au niveau des difficultés facilitateurs besoins, ça rejoint un peu ce que j'ai déjà nommé à certains égards, mais au niveau des difficultés, il y a vraiment et ça ressortait comme un élément là, fondamental, très, très saillant dans l'ensemble des entrevues, l'incongruité, l'incompatibilité entre les postures d'autorité versus la relation d'aide. Ça ressortait beaucoup. Les enjeux de confidentialité aussi. La question du lien de confiance à établir avec le jeune ou la jeune et tout, évidemment, la question de la rotation puis du manque de personnel. Ça, c'est des difficultés là, qui ressortaient beaucoup, beaucoup dans les entretiens. Au niveau des facilitateurs, on a nommé spécifiquement tout ce qui est collaboration étroite avec les services spécialisés en dépendance. Pas seulement les centres de réadaptation, mais dans le communautaire aussi. Puis, dans ce qui est au niveau des besoins, ce qui a été nommé à court terme, c'est des besoins de formation en toxicomanie, je vais y revenir, et des besoins de mise à jour des outils, puis de la diffusion des outils, du partage, dans le fond. Ces éléments-là nous ont mené l'équipe à faire plusieurs recommandations à la fin de nos travaux. Quand je dis plusieurs, c'est près de 20 recommandations qu'on a faites à la lumière de tous ces travaux-là. Des recommandations qui étaient pour la plupart ciblées pour les centres de réadaptation auprès des jeunes en difficulté, mais il y en a aussi qui s'adressent plus spécifiquement au ministère de la Santé et des Services sociaux et au gouvernement du Québec. Donc, je vous présente nos recommandations.
La première, c'est que les centres de réadaptation pour jeunes en difficulté adoptent une politique globale et une vision commune de réduction des méfaits. Pour nous, ça nous semble incontournable que la politique, ça ne veut pas dire, là, je pourrais parler longuement de ça, on échangera, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour d'autres types d'interventions, mais au niveau d'une politique, d'une philosophie d'intervention, on pense que la réduction des méfaits doit primer et que cette réduction des méfaits-là soit l'objet d'une vision commune, qu'elle soit bien comprise. Et aussi, ça va ensemble dans la même recommandation qu'on précise le rôle quant à la protection d'un jeune qui consomme dans un contexte de groupe et en protection de la jeunesse. Deuxième recommandation, c'est de la formation. Formation, puis il y a beaucoup de recommandations qui touchent à la formation. D'abord, de former tous les intervenants et les professionnels en centre de réadaptation pour jeunes en difficulté à la réduction des méfaits. C'est ressorti beaucoup qu'il y a un besoin que l'ensemble du personnel soit formé à un minimum là, au niveau de la réduction des méfaits, même ceux qui n'interviennent pas dans les groupes, mais c'est des enjeux d'efficacité, de cohérence et justement de vision commune. Une formation qui soit aussi adaptée à la réalité des jeunes en centre de réadaptation pour jeunes en difficulté, particulièrement les personnes qui présentent des vulnérabilités particulières, comme j'ai nommé tantôt, grossesse, personnes qui font des psychoses, par exemple, etc. Et en complémentarité aussi avec l'abstinence, comment ça se complète. Troisième, c'est que cette formation doit aborder des enjeux de stigmatisation. Je pourrais parler de ça pendant 1 heure, comment la stigmatisation en général, mais en particulier des personnes qui consomment, ont des impacts absolument délétères, nocifs sur la consommation elle-même, mais aussi sur la réhabilitation. Et la stigmatisation est de plus en plus conçue en santé publique là, comme un déterminant social de santé et je pense que c'est plus important d'éviter de stigmatiser que de réduire l'usage. La stigmatisation en étant un déterminant social de santé qui participe à augmenter même l'usage et limiter l'accès aux soins, notamment, et favoriser l'isolement, etc., 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 semble une cible prioritaire dans toute intervention, action politique. Et c'est d'ailleurs ce qui contribue aussi à alimenter l'idée que la réduction des méfaits doit être une politique qui est adoptée par tous et toutes. La formation doit aussi porter sur les interactions entre les médicaments psychiatriques et les autres substances pour les intervenants et les praticiens de la santé, parce que clairement, comme on l'a vu dans les résultats, c'est fréquent, puis les gens connaissent peu ces interactions-là. Je parlais de l'importance de la réflexion sur les enjeux et les implications du double rôle d'autorité puis de relation d'aide. C'est ressorti beaucoup comme une limite importante à l'établissement d'un lien thérapeutique. Puis pour certains, c'est même un peu insurmontable, mais on invite à une sérieuse réflexion sur comment contourner, limiter les impacts négatifs de ce double rôle-là, parce que c'est vraiment une limite importante. Je disais aussi, une autre recommandation, c'est davantage d'activités informelles, peut-être dans le sens du vécu partagé en psychoéducation, des lunchs, des activités sportives, etc. L'autre recommandation qui est un peu peut-être un vœu pieux, mais quand même on ne peut pas ne pas le faire, c'est qu'il y a davantage de temps de bureau et peut-être du soutien clinique pour les intervenants pour mieux préparer les interventions individuelles. Puis pour les interventions de groupe, on recommande un tronc commun à tous les centres de réadaptation qui soit souple et adapté, là, mais qui aurait peut-être un tronc commun à tout le monde.
Et on pense aussi qu'il faudrait développer spécifiquement 2 outils de détection, d'une part des symptômes d'intoxication, puis d'autre part de sevrage, parce que c'est une défaillance, là, et beaucoup d'intervenants ont dit que ça posait problème pour eux et elles. Ensuite, dans la formation, on revient à l'outil. On était dans les outils, mais d'utiliser le DEPADO comme levier d'intervention, puis pas juste comme un outil de référence puis de surveillance, puis de miser davantage sur le jugement clinique dans l'évaluation, puis fait dans le cadre d'un lien là, établi, comme certains centres le font, d'attendre d'avoir un lien pour faciliter la validité, améliorer la validité. On recommande d'intégrer systématiquement un intervenant des centres de réadaptation en dépendance à temps plein dans les centres de réadaptation pour jeunes en difficulté, pour l'offre de services, pour l'échange d'expertise. Ça semble vraiment un élément clé gagnant. D'établir le plus tôt possible et maintenir aussi des liens avec les groupes communautaires de la région qui peuvent aussi contribuer à l'offre de services. D'entamer un dialogue avec les policiers pour surtout favoriser une cohérence dans les épisodes de fugue, de mettre sur pied des séances d'information, sensibilisation, échange avec les parents, puis que la perception, la perspective des jeunes sur les services qu'ils reçoivent soit étudiée, considérée, puis que les jeunes soient impliqués même dans la conception même des services. Ça ressort beaucoup comme quoi ils sont peu impliqués et consultés, considérés dans tout ça. Puis enfin, que les formations soient offertes en plusieurs formats, puis que les outils soient accessibles en ligne pour tout le monde, pour que ce soit plus simple à partager et plus accessible là, à travers les différents centres. Puis les 2 dernières recommandations sont pour le ministère et le gouvernement. Peut-être encore une fois des vœux pieux, mais de revoir la charge et les conditions de travail des intervenants. Particulièrement la question du roulement de personnel qui est un enjeu majeur. On pense qu'il faut développer une compréhension multisystémique quant à ce problème, puis trouver des pistes de solutions à court, moyen et long terme parce que ça pose vraiment problème. Et tout le monde doit y travailler. Puis dernière recommandation, c'est que les intervenants dans les centres de réadaptation puissent réellement intervenir en réduction des méfaits auprès des jeunes. Et pour ça, il est nécessaire que les professionnels des systèmes judiciaires puis médicaux adoptent également cette philosophie d'intervention-là. Puis je termine dans le fond en vous parlant du projet. Puis juste peut-être avant de terminer là-dessus, dire que j'ai aussi eu le bonheur, l'occasion de travailler, d'accompagner le réseau des auberges du cœur du Québec dans des réflexions similaires. Puis plusieurs de ces enjeux-là ressortent aussi. Ce qui nous a mené à présenter une demande de financement pour un projet qui est commencé depuis l'automne dernier au Fonds de recherche québécois Société Culture, une action concertée qui s'intitule La réduction des méfaits auprès des jeunes en difficulté, qui a 3 objectifs. D'abord, de recenser les... je vais d'abord dire que ce projet-là, c'est vraiment en continuité pour essayer de faire en sorte qu'on puisse plus facilement voir une adhésion et une adoption à la réduction des méfaits dans les interventions auprès des jeunes en difficulté au Québec. C'est un projet qui va avoir cours auprès d'intervenants en centre de réadaptation dépendance, mais aussi dans les auberges du cœur, et qui vise 3 choses. Recenser les interventions et les stratégies efficaces de réduction des méfaits, du cannabis, mais parce que c'est un financement qui vient de la SQDC, là, du ministère de la Santé, mais on l'élargit à d'autres substances. Et aussi recenser les barrières au changement de pratique des intervenants, là, notamment pour adopter la réduction des méfaits. Et donc, le deuxième objectif, ça va être d'évaluer l'acceptabilité puis identifier les facilitateurs et les obstacles perçus par les intervenants qui œuvrent auprès de ces jeunes-là
pour adopter la réduction des méfaits dans leur pratique. Puis le troisième et dernier objectif, c'est d'élaborer et d'évaluer des outils puis des stratégies de transfert de la réduction des méfaits du cannabis auprès de ces intervenants-là. Et dans ce projet-là, il y a mon collègue Christian Dagenet, qui est le spécialiste du transfert de connaissances au Québec, et Christophe Huynh de l'Institut universitaire sur les dépendances comme chercheur. On travaille en collaboration avec Laurence Darcy, qui est une APPR, experte de contenu, chargée du contenu des formations nationales auprès des intervenants. Donc, le lien va être direct pour améliorer les formations dans le but d'offrir des meilleurs services aux jeunes qui vraiment ont besoin de, services et d'interventions en réduction des méfaits qui malheureusement parfois entrent en contradiction avec des interdits de consommation. C'est un problème structurel, systémique qu'il faut modifier là, de plusieurs façons, mais ce projet-là vise justement à améliorer la situation pour qu'on puisse mieux répondre aux besoins des jeunes parce que franchement, ils méritent ça.